Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette masterclass du 30 juin qui est un peu inédite. C'est une première masterclass qu'on fait en partenariat avec des utilisateurs de Home qui vont vous partager un petit peu leur usage de la plateforme. Alors c'est plutôt une masterclass appliquée au secteur d'éducation recherche, mais en fait n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas du secteur, vous pouvez participer quand même. Ça va vous donner des idées sûrement de réflexion, de mise en place de votre base. Je suis contente d'avoir d'autres intervenants sur cette session. Le sujet de cette masterclass est sur les 4 bonnes pratiques pour structurer vos données, fidéliser vos communautés et développer vos collectes de fonds. Je vais peut-être laisser les intervenants se présenter. Alors si je commence comme ça, je lance après je tends le bâton à Aude. Donc moi, certains me connaissent déjà parce que je travaille chez Home, donc sur la partie formation, accompagnement, migration de données. J'anime certains webinaires aussi mensuels que l'on fait. Et pour ceux qui me connaissent pas, bah voilà, vous savez qui je suis maintenant. Je vais intervenir sur cette session plutôt pour compléter ce que vont présenter vos 4 intervenants et essayer de remettre des points de définition sur Home. Et j'attends la parole à Aude, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Aude Champetier-de-Ribe, je suis responsable de la communication et du mécénat à la Fondation pour l'école. Et à ce titre, je m'occupe de trouver les bons outils qui permettent à la Fondation de structurer et de développer sa communication et sa collecte. Super, merci Aude. Et Pierre. Bonjour à tous, Pierre Jaubert. Moi, je fais partie d'un établissement scolaire, le groupe scolaire Carlo Acutis, qui est basé en banlieue de Tours, qui est un établissement hors contrat qu'on a monté avec une quinzaine de parents en 2021. Et je suis le vice-président, donc membre du conseil d'administration de l'école. Et on accueille aujourd'hui 260 enfants, de la maternelle jusqu'au collège. Et on a déployé Home il y a quelques années pour nous aider dans le pilotage et le suivi de notre levée de fonds. Super, merci Pierre. Et Théo. Bonjour Meia, bonjour à tous. Je suis Théo Lelieur, je suis chargé de mécénat à l'Institut Henri Poincaré. C'est un institut de recherche en mathématiques et en physique théorique qui est situé dans le 5e arrondissement à Paris, presque centenaire, et qui a 3 missions, la préservation d'un patrimoine scientifique d'objets et d'ouvrages mathématiques, la recherche fondamentale en mathématiques et la médiation scientifique. Donc le fonds de dotation soutient les activités de l'IHP et on utilise Home depuis 2021. Moi, je suis arrivé en poste en 2023, donc j'ai toujours connu l'utilisation de Home dans notre structure. Et merci Théo. Et Clarisse. Bonjour à tous, moi je suis Clarisse Amselem, je travaille à la fondation de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc l'une des grandes universités parisiennes. Et la fondation a pour objectif de collecter des fonds pour l'université directement. Eh bien, merci à tous les 4 et on va pouvoir commencer. Alors voilà un peu la structure qu'on vous propose ici. Premier point, c'est déjà comment structurer sa base, qui est un peu le point de base quand vous voulez démarrer sur un CRM. Le deuxième point qu'on va aborder, ce sera sur la fidélisation de ces différentes communautés. Donc on entend par communauté les différents profils de contact que vous gérez, les donateurs, les bénévoles, les enseignants, des enfants, etc. Le troisième point qu'on abordera, ce sera sur la gestion des dons, des paiements que vous recevez. Et le quatrième point, donc, c'est sur la pérennisation de sa gestion interne. Donc là, c'est plutôt des tips de comment travailler en interne, que vous soyez nouvel arrivant dans une structure ou que vous souhaitiez voilà, mettre en place aussi de nouvelles choses sur votre CRM. Donc on va aborder ces 4 thématiques et à la toute fin, je vous introduirai quelques nouveautés Home pour aussi rajouter un peu de l'information et vous permettre de découvrir de nouvelles fonctionnalités, soit qui sont déjà arrivées, soit qui arriveront prochainement. Et ben c'est parti. Donc on va commencer sur la première question. Comment avoir une base de données propre et structurée et comment la gérer? Et donc on va commencer avec Clarisse. Oui, tout à fait. Structurer sa base, c'est vraiment la première étape pour pouvoir prospecter efficacement et ensuite euh, mieux collecter. Pour comprendre comment on a fonctionné de notre côté, je vais d'abord peut-être aborder les problématiques auxquelles nous étions confrontés. Donc, tout d'abord, il faut savoir que à la fondation, nous ne gérons pas directement les alumni. C'est pas notre mission première. En revanche, comme on est dans une logique de collecte de fonds, nous avons besoin de pouvoir identifier qui sont certains de nos alumni. Et donc notre problématique, elle était assez simple, c'était pouvoir structurer une base alumni dans le CRM pour pouvoir ensuite prospecter efficacement sans créer une architecture qui serait trop complexe.
Donc de là, nous, on est parti de nos contraintes. On a plusieurs contraintes. La première, c'est qu'on s'est aperçu que nos alumni, ils sont très pluriels. Par exemple, certains ont fait uniquement un master à Paris 1, d'autres une licence ou une seule année de licence. Donc de là, il fallait qu'on structure efficacement pour pouvoir refléter ces parcours sans rendre la base illisible, c'est-à-dire sans renseigner l'intégralité, par exemple, du CV de nos donateurs, etc. Donc, pour cela, on a identifié trois informations essentielles à structurer. Donc, les trois informations qui étaient pour nous essentielles, c'était le statut d'alumni, savoir si la personne était un ancien étudiant ou pas, la discipline dans laquelle il a étudié, le droit, la géographie, et puis surtout son parcours académique, quel master il a effectué et en quelle année. Et donc, à cela, nous, on s'est beaucoup appuyé pour structurer notre base sur les étiquettes. Par exemple, on a créé une première étiquette pour savoir si c'est ou non un alumni. Pour ce qui est des disciplines, on a créé, nous, des étiquettes en fonction de chaque discipline, enfin, grande catégorie, on a droit, géographie, art. Ça nous permet de segmenter un peu plus facilement euh, notre base. Et puis, la dernière segmentation qu'on a utilisée, c'est ça concerne les masters et les années d'études. On utilise du coup les structures qui sont déjà présentes dans le CRM, ce qui nous permet en fait d'intégrer le parcours académique avec l'année où la personne a effectué ses études sans multiplier en fait davantage de champs. Aujourd'hui, on peut dire que pour nous, cette organisation, elle nous convient parce qu'elle reste exploitable et simple. Mais on sait que probablement, si on évolue vers un volume plus important, on va devoir peut-être segmenter davantage avec une segmentation par master un peu plus fine ou gérer des alumni qui auraient plusieurs domaines voilà, d'études différents, voire une approche aussi par zone géographique qu'on n'utilise pas encore, mais parce qu'on n'a pas forcément de besoin de mobilisation à l'heure d'aujourd'hui. Donc, dans notre cas, l'objectif, c'était pas forcément d'avoir une base très très détaillée, mais qu'elle soit suffisamment structurée pour permettre d'entretenir des relations efficaces avec nos alumni. Pour poursuivre après ce qu'a dit Clarisse, on a une problématique qui est assez similaire au fonds de dotation de l'IHP. C'est que c'est une structure qui a 10 ans d'existence, mais qui a beaucoup d'historique et de très nombreux interlocuteurs, que ce soit donateurs individuels, des mécènes, des entreprises, mais aussi des contacts un peu plus éloignés de notre cœur d'activité, institutionnels, des chercheurs qui passent à l'IHP, et donc, enfin, tout ce qu'on est amené à rencontrer dans le cadre professionnel. Et donc, le fonds IHP, c'est tout un environnement et on avait besoin d'un outil clair, flexible pour s'adapter à tous ces types de profils, un bon outil. Et donc, on a trouvé que Home répondait bien à ces besoins. Et notamment, quand on se posait la question de comment structurer de manière homogène les informations d'une grande diversité d'interlocuteurs, l'outil Fiche Contact nous a vraiment, enfin, permet de répondre vraiment à nos besoins. Enfin, l'outil Fiche Contact est composé en premier des champs obligatoires, dont l'importance n'est pas à négliger. Ça permet de garantir un niveau minimal d'information, d'éviter les oublis et d'assurer une base de données qui soit fiable et homogène pour toutes les équipes. Donc c'est assez classique, c'est nom, prénom, adresse email, téléphone. Home est déjà assez bien fait sur ce côté-là. Dans l'ordre de la fiche, ensuite, il y a les étiquettes, dont Mathilde a un peu parlé avant, et dont on se sert pas mal au fond pour qualifier les différents contacts. Là, je vous avais quelques exemples, hein, mais il y en a plus que ça. Je ne vais pas tout vous détailler, mais globalement, c'est la présence aux événements, le type de contact, et puis on peut être aussi un peu plus créatif. Bon, il y a les étiquettes décédées, parce que ça peut arriver, mais ça permet de garder une trace tout en notifiant que la personne n'est plus contactable. Et puis, la troisième partie des champs de la fiche contact, c'est les champs personnalisés. Euh, sont très importants parce que c'est un outil sur mesure flexible qui permet de s'adapter à tous les types d'interlocuteurs que je vous détaillais avant et donc aux besoins de notre organisme. Donc là, on a mis par exemple la fonction, l'adresse professionnelle, mais ça peut être aussi le relais qui nous a permis d'accéder à ce contact,
C'est quelque chose qui va nous permettre de rentrer vraiment dans la précision sur chaque contact. Et on a aussi, par exemple, l'inscription à la newsletter, ce qui va me permettre, Mélie, de transitionner vers la slide d'après, à savoir la centralisation des données. Home, ça nous a permis d'unifier des données qui étaient préexistantes, mais qui étaient réparties j'ai vu que c'était une question, dans de nombreuses bases de données, que ce soit des fichiers Excel éparpillés, des échanges dans les messageries ou des comptes rendus. Et la personne qui était en poste avec moi, elle a fait un travail assez titanesque qui a permis de graver dans le marbre toutes ces informations. C'est pour ça qu'Home, c'est devenu un outil très important pour nous. Un deuxième point à souligner, c'est que Home, c'est aussi un outil de centralisation actif au fur et à mesure d'activité, avec une centralisation des informations provenant de diverses sources internes, comme je vous le disais avant, les fichiers, les emails, les comptes rendus, etc., mais aussi des outils externes. Nous, on a relié trois applications externes à Home, que ce soit, donc il y a Brevo, c'est le logiciel qu'on utilise pour les newsletters. Et il y a une interaction avec Home continue, c'est-à-dire que quand on met inscrit à la newsletter sur Home, ça s'exporte automatiquement sur Brevo. Et lorsqu'une personne ouvre la newsletter sur Brevo, on le sait directement sur Home et on a les interactions. On utilise aussi pas mal WithEvent pour l'organisation d'événements et ça permet de créer automatiquement des fiches contacts à chaque inscription. Bon, ça fait quelques doublons parfois, mais c'est très utile et puis on peut les voir facilement à travers Home. Et puis, on a relié à Hello Asso. C'est là que c'est le plus efficace. Et puis, ça va l'être de plus en plus, si j'ai bien compris. Tous les dons qui arrivent sur Home sont comptabilisés et rentrent dans l'historique des interactions sur Home. Et on peut avoir des stats précises sur chaque donateur. On utilise, nous, beaucoup le cumulé, le don moyen, le dernier don. C'est un outil très important pour avoir une vue d'ensemble et un historique et pas faire d'erreur dans le report d'informations. Eh ben, merci Théo. Donc pour compléter en fait ce qu'on vient de vous présenter, bon là je vous ai mis un slide de définition. Si je vous montre un petit peu plus sur Home, pour que ce soit un peu plus parlant, donc on va aller voir une fiche contact. Hop. Donc votre fiche contact, bah, comme on l'a dit précédemment, elle est composée de champs natifs. Alors ils sont pas forcément obligatoires, vous pouvez les rendre obligatoires si vous le souhaitez. C'est les champs très basiques de coordonnées. Effectivement, hein, le fait de les rendre obligatoires, ça permet de vous forcer à les renseigner. Et donc, bah, forcément, plus il y a d'infos, plus vos fiches sont qualitatives. Euh, Hop, hop, hop. On retrouve, comme ça a été présenté, cette notion d'étiquette qui nous permet bah, de taguer notre contact pour tout de suite savoir qui est cette personne, en fait. Dans notre base de données, ce qu'elle représente, quel est son profil. Une personne peut avoir plusieurs étiquettes, hein, bien sûr, si elle colle à plusieurs catégories. Mais ces étiquettes vont vraiment tout de suite, vous voyez, quand on arrive, nous permettre de savoir sur quelle fiche on se trouve. Et donc ça se crée vraiment sur mesure en fonction de votre activité. Il y aura certaines étiquettes automatiques qu'on va attribuer, comme les étiquettes donateurs. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Les étiquettes adhérents, etc. Mais dans l'ensemble, vous pouvez vraiment vous approprier votre base en fait et créer un petit peu sur mesure tout ce que vous souhaitez. Et enfin, le dernier élément qu'on a sur une fiche contact, ce sont effectivement ces fameux champs personnalisés. Donc, c'est toutes ces informations qu'on a rajoutées sur Home qui n'existaient pas initialement, hein. Donc, on le voit là, avec les préférences de communication. Donc là, l'exemple que Théo a cité dans son utilisation à lui, c'est sur la réception de la newsletter. Bah, effectivement, on a rajouté une info qui nous permet de préciser si la personne souhaite la recevoir ou pas. Et puis ces champs, hop, on peut voir qu'ils sont rangés dans des catégories, ce qu'on va appeler des familles de champs, et qui nous permet tout de suite en fait de savoir que bah voilà, ces champs-là se rapportent à une catégorie générale que j'ai appelée bénévolat. Et ce qui est intéressant, hein, si vous gérez des profils très variés, comme on l'a montré Clarisse Théo avant, bah en fait ces étiquettes vont vous permettre aussi tac, de créer ce qu'on appelle des modèles de fiches. Donc c'est en fait la possibilité de conditionner l'apparition de certains champs personnalisés, de certaines informations en fonction de l'étiquette qu'on colle à la personne. Donc là, regardez, je le fais avec bénévole. J'ai sélectionné vraiment des champs spécifiques aux bénévoles qui n'apparaissent que sur les personnes qui portent cette étiquette. Donc voilà en fait comment ça se compose votre fiche contact. Vous avez la même chose avec des personnes morales si vous gérez des personnes morales. Donc retenez que c'est un outil qui est très personnalisable et que vous avez vraiment matière
à vous l'approprier en fait et donc à structurer votre base. Clarisse l'a dit, c'est très important de structurer votre base au début, mais vous pouvez aussi facilement la faire évoluer dans le temps hein, en modifiant les éléments là où vous voulez les modifier. J'en profite que je voulais vous montrer aussi qui a été abordé, c'est sur la centralisation de données. Alors effectivement, on peut venir ajouter des informations sur Home, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a l'ajout d'une information. Admettons, je veux ajouter un contact unique à ma base. Bon, bah, je peux le faire manuellement. Ça, c'est bien quand vous en avez un ou deux à faire. Quand vous en avez beaucoup à rajouter en même temps, ou notamment au début, quand vous arrivez sur Home, que vous avez une base vierge, que vous voulez du coup injecter des données dedans, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'importer en fait un fichier Excel contenant toutes les données que vous souhaitez importer. Donc, ce module est librement accessible, hein. Il y a des tutos aussi qui vous permettent de le prendre en main. Et en fait, vous pouvez mettre comme ça, enfin faire des imports de données, donc injecter votre fichier Excel pour recréer en masse toutes les lignes de données que vous avez. Et effectivement, l'objectif, in fine, ce serait bien, c'est d'arrêter d'éparpiller les fichiers partout et d'essayer de centraliser tout au même endroit. Et la dernière manière qu'on peut avoir de rajouter des fichiers dans l'outil, enfin des données pardon dans l'outil, c'est effectivement par les applications de paiement comme Eloasso ou d'autres hein, qu'on a, Eraser, GiveExpert, etc. qui sont connectés, qui peuvent également aussi vous rajouter donc des contacts qui font un don via un formulaire en ligne, mais aussi le paiement du contact. Et ça se fait tout seul, c'est pas à vous de venir l'ajouter, c'est l'application qui nous envoie l'information. Et pareil, comme l'avait cité Théo avec Brivo, son outil emailing, en fait, on récupère par Brivo le listing des gens qui ont reçu, par exemple, une newsletter que vous avez fait partir, qui l'ont ouverte, etc. Il y a vraiment plusieurs manières de venir injecter de la donnée, soit automatiquement par les applications, soit au tout début, généralement, quand vous commencez par un import de données, soit au fil de l'eau, quand vous rajoutez comme ça des nouveaux contacts, un peu au compte-gouttes, mais que vous ajoutez donc manuellement des informations. On va pouvoir passer à notre deuxième thématique. Donc, c'est sur la fidélisation des différentes communautés. Donc, communauté, hein, on a dit, ce sont des différents profils que vous gérez, donateurs, bénévoles, etc. Et donc, on commence par l'exploitation de l'historique des interactions. Et là, c'est Théo encore qui va prendre la parole. Alors sur les interactions, oui, vous m'entendez bien. Sur les interactions, nous, c'est un outil qui est très important. Je dirais même que c'est l'outil qu'on utilise le plus dans Home. Ça nous permet vraiment de rentrer dans le... Avant, on était dans les grandes catégories, là, de rentrer dans le détail précis et chronologique de chaque relation. On y documente les échanges, les documents qui peuvent être intéressants, comme une convention de mécénat, un compte-rendu d'une réunion, etc. Et encore une fois, c'est un outil qui a une grande souplesse, mais là, vous présentera peut-être après, mais on peut rentrer vraiment dans le détail sur les informations qu'on rentre. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une horizontalité encore de l'information entre tous les utilisateurs de Home et donc avoir une meilleure coordination entre les équipes. Pour nous, le cas d'usage précis, ça a été aussi de faciliter les prises de poste. Ça permet de rentrer dans le détail de chaque relation au fur et à mesure et donc d'avoir un onboarding précis mais aussi progressif. Nouvel arrivant, il peut avoir une relation avec un contact et puis accéder à l'historique complet et répondre à ces questions qui se posent, qu'il a rencontrées, quand, enfin toutes les questions qui sont détaillées là. Quelles sont les prochaines étapes? Et puis, donc ça permet de gagner énormément en temps de précision, en efficacité. Un autre avantage de ça, c'est que ça permet de tirer le meilleur parti de chaque relation. On est dans un domaine où les bonnes relations importent beaucoup, où il y en a aussi énormément. Et donc, c'est un outil très simple pour rebondir et rentrer enfin, sur un détail spécifique et garder bien en tête tous les échanges pour ne pas vexer la personne. Enfin, c'est normal, hein, l'erreur est humaine. Et donc, ça permet un peu d'effacer cette erreur. Super, merci Théo. Et donc, on poursuit dans la continuité de ce que tu disais sur les profils, accès utilisateur. Exactement. Donc, je prends le relais. Et donc, c'est vrai que dans notre utilisation, donc nous, on gère un établissement scolaire qui est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de financement d'État, c'est-à-dire que le suivi du financement est pour nous un sujet très critique. Et donc, pour cela, on a constitué au sein de notre groupe scolaire une équipe qui va être en charge de la levée de fonds. Et donc, grâce à Home et à la souplesse de Home, on a pu, en fonction des tâches de chaque personne dans l'équipe, créer des profils adaptés aux tâches de chaque personne. Donc, par exemple, on a une personne qui va être dédiée à l'administration de la base des donateurs, s'assurer que
notre base de donateurs est bien à jour, que les adresses sont bien à jour. Quand on a par exemple des campagnes d'envoi de newsletter et que les adresses sont pas bonnes, et ben on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de mettre à jour les coordonnées des donateurs. On va avoir un profil trésorier, donc il va, lui, son rôle va être de mettre à jour la base avec les dons. Alors, une grande partie des dons sont automatisés grâce à Eloasso et vont directement implémenter l'application Home. Mais par exemple, dès qu'on a un don par virement, par chèque, etc., le trésorier va devoir rentrer manuellement le don directement dans Home. Et donc là, ces profils sont vraiment, chaque personne ne va voir que les tâches, que les fonctionnalités à laquelle dont il a besoin. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une interface extrêmement simple pour chaque utilisateur. Concernant la relation donateur, ça fait écho à ce qui vient d'être dit précédemment sur la partie création de champs complémentaires. Par exemple, nous, dans notre process de levée de dons, on fait un remerciement systématique à nos donateurs. Et donc, pour ça, on a créé un champ de remerciement pour s'assurer que chaque donateur sera individuellement remercié. Et donc là, on a une personne qui est en charge de cette tâche-là et qui va mettre dans la base manuellement en face de chaque don, si oui ou non le don a bien été remercié. Et enfin, l'équipe levée de dons, donc l'ensemble de l'équipe a accès également à des statistiques. Et donc pareil, ça c'est des choses qui sont paramétrables très facilement dans le profil qu'on a attribué à ces personnes. Donc vous pouvez avoir accès à des statistiques pour pouvoir suivre le niveau de la levée de dons tout au long de l'année. Voilà. Et je passe la main, je crois, à Aude. Tout à fait. Après, enfin, Théo vous a un peu dit que ça prend quand même un peu de temps de rentrer les informations dans Home. Honnêtement, l'outil est quand même très bien fait, très intuitif, donc c'est assez facile de noter les choses. Mais, et Clarisse vous en a parlé aussi pour les étiquettes, une fois que vous avez bien indiqué les informations sur vos contacts, les étiquettes, les interactions, un peu tout, les fonctions qu'ils occupent, vous pouvez segmenter ces contacts, créer des segments sur des critères que vous aurez pré-remplis. C'est assez facile de de créer par exemple un segment de directeur d'école. C'est assez facile de créer un segment avec tous les alumni qui qui étaient scolarisés pendant une période donnée. Voilà. Et en fonction de tous ces segments que vous aurez, que vous pouvez créer, donc qui correspondent vraiment à des critères qui vous seront propres, vous pouvez piloter une communication assez personnalisée. Les segments, juste, ça se met à jour automatiquement en fonction si vous considérez que vous faites un segment de directeur d'école, dès lors que vous rentrez un nouveau directeur dans votre base de données, sur cette même base de personnalisation, il sera rajouté dans votre segment. Euh, et donc voilà. Et donc à partir de ce segment, vous pouvez piloter une communication assez personnalisée en sachant que vous vous adressez à une cible de personnes un peu restreinte. Par exemple, moi, à mes donateurs, j'écris en fonction de leur niveau de don. J'ai des segments en fonction des niveaux de don. J'ai des segments en fonction de la date du dernier don. Et ça me permet d'ajuster ma communication et de pas écrire le même message à quelqu'un qui aurait fait un don il y a 3 ans et à quelqu'un qui a fait un don il y a 6 mois ou d'exclure l'un ou l'autre d'une communication. Euh, Nous, on utilise Brevo comme outil d'emailing et on a aussi lié Brevo à Home, ce qui nous permet de savoir si les gens ouvrent nos mails ou pas. Et si je vois qu'il y a une personne qui reçoit tous mes mails mais qui en ouvre aucun, je vais forcément ajuster le volume d'emails que je lui envoie après. On peut le faire de manière très personnalisée en cliquant sur la fiche de chaque personne parce que vous aurez les interactions de chaque personne sur sa fiche, ou alors en masse en considérant des critères, par exemple, toutes les personnes qui n'ont pas ouvert mes mails depuis 3 ans, je les exclus. Je crée un segment dédié et je les exclus. J'espère être assez claire, mais Je vais, voilà. je vais compléter. Merci Aude. Donc on a vu beaucoup de choses là. Donc il y a deux grosses notions qu'on a abordées là. C'est la partie interaction. Tu as parlé Théo sur le renseignement en fait, de chaque point de contact important que vous voulez recenser dans le CRM. Et la partie segmentation dont tu as parlé Aude ensuite. Alors je vais vous faire un petit point sur Home pour que ce soit un tout petit peu plus parlant.
Donc les interactions, bah, comme on l'a dit, ce sont tous les moments intéressants d'échange que vous avez pu avoir avec vos contacts. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être le fait que quelqu'un ait participé à un événement, d'accord? Chaque événement, on va dire, chaque événement marquant que vous voulez retrouver dans la fiche de votre contact, dans le but d'historiser un petit peu ce qui s'est passé, son activité, c'est souvent l'interaction que vous allez utiliser. Donc je vous présente là un tableau d'interaction avec une vue sur toutes les interactions de votre base de données. Regardez si par exemple, tac, je vais sur une fiche directement de structure dans ce cas-là. Hop, je peux par exemple retrouver, tac, 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 tous les rendez-vous que j'ai pu avoir avec un mécène, avec un contact, etc., la date. Je peux venir le commenter, je peux y ajouter un compte-rendu. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très personnalisable. C'est libre à vous de la construire, votre interaction, comme vous le souhaitez, en fonction de vos données à vous. Et en tout cas, comme l'a dit donc Théo, on peut penser que ça prend du temps, mais en fait, par la suite, vous allez gagner un temps fou parce que vous pouvez avoir une nouvelle personne ensuite qui va arriver chez vous en interne. Bah, en fait, si elle veut avoir accès très facilement à toute l'information historique qu'il y a pu avoir avec quelqu'un, bah, elle n'a plus qu'à consulter cette fiche-là. Et en fait, elle va voir tout de suite, ah bah voilà, je sais où on en est dans la relation que l'on a avec cette personne-là, cet interlocuteur. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'interaction, c'est un outil collaboratif, d'accord? C'est vraiment le terme qu'il faut retenir là. Et c'est vraiment personnalisable hein, sur mesure, comme je l'ai dit. Je vous renvoie vers un webinaire qu'on avait mené là-dessus si vous voulez creuser le sujet, hein, que ça vous intéresse. Donc en tout cas, ça c'est vraiment bien de travailler là-dessus si vous voulez affiner, peaufiner les relations et le suivi de relations que vous pouvez avoir avec les contacts que vous avez. Le deuxième point dont on a parlé, c'est la partie segmentation. Alors pour bien redéfinir ce que c'est qu'un segment, en réalité c'est une recherche avancée. Donc une recherche avancée basée sur un ou plusieurs critères de recherche que vous allez faire et que vous allez enregistrer. Et comme l'a dit Aude, donc c'est une recherche qui est dynamique, puisqu'à chaque fois que vous allez avoir une personne qui va répondre aux critères de cette recherche-là, eh bien elle va rentrer dans ce segment, dans cette recherche que vous enregistrez. Inversement, une personne qui ne répond plus aux critères de votre recherche, elle va sortir de cette recherche-là. Et donc ça, c'est un outil segmentation. Exemple de recherche, je recherche tous les donateurs qui m'ont fait un don, par exemple, l'année dernière, mais qui n'ont pas redonné cette année. Voilà un exemple de recherche qu'on peut faire. Je recherche tous mes alumni qui n'ont pas donné depuis un certain nombre d'années. Voilà des recherches que l'on peut être amené à faire. Et donc là, vous avez une grande liste de filtres à votre disposition pour faire des recherches. Et en fait, c'est vraiment basé sur tout ce que vous allez renseigner préalablement. Donc là, tout ce que vous allez mettre en étiquette dans les champs dits natifs, donc les coordonnées qu'on a vues tout à l'heure, dans les étiquettes, dans les champs personnalisés, pardon, dans les interactions, en fait, tout ce que vous allez renseigner sur vos contacts. Ensuite, vous allez pouvoir le requêter, faire des recherches dessus. Donc, c'est très intéressant, en fait, pour affiner ensuite les cibles que vous voulez contacter, auprès desquelles vous souhaitez communiquer. Pareil, je vous ai mis un lien qui vous permettra de creuser le sujet de la segmentation si ça vous intéresse pour vraiment creuser, enfin faire des recherches plus poussées. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur d'autres termes là, interaction, segment, et on reparlera des profils utilisateurs un peu après. On va pouvoir creuser. Donc le point numéro 3 sur la gestion des dons. Et donc là, c'est à Pierre. Dans notre cas, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a lancé Home à la base, c'était vraiment pour professionnaliser notre démarche de suivi des donateurs. On est un établissement scolaire qui a été monté par des parents, des bénévoles, et donc notre démarche était vraiment à l'origine très manuelle. On utilisait des fichiers Excel pour suivre l'ensemble des dons, pour suivre nos donateurs, pour éditer des reçus fiscaux, qui est vraiment un enjeu clé. Et le sujet, ou en tout cas la situation qu'on rencontrait régulièrement, c'est on était plusieurs à interagir sur le même fichier. On avait des risques d'erreur, on avait des envois fiscaux qui étaient pas forcément bien faits, pas tant, pas au bon donateur. Enfin bref, on avait beaucoup d'erreurs. Et donc, on a cherché un outil, et en installant Home, et ce qui nous a vraiment motivé dans la démarche, c'était vraiment la simplicité d'abord de l'outil. La simplicité de l'outil et la simplicité dans les usages.
C'est-à-dire qu'on a pu connecter via des API très facilement notre compte Eloasso, qui était le système qu'on utilisait par défaut. Et donc, Eloasso, maintenant, déverse directement, dès qu'un don est fait via Eloasso, le don est déversé directement dans l'interface Home et le donateur, s'il n'est pas créé, est créé, la fiche du donateur est créée directement. Si le donateur est créé, le don va être associé à nouveau sur ce donateur. Donc là, on a une simplicité de gestion, de suivi, et on a la possibilité d'interagir à plusieurs sans avoir de risque au niveau de la donnée. Concernant les virements et les paiements, on va dire par chèque, alors ça, ces dons sont enregistrés manuellement par notre trésorier. Et l'avantage de Home, c'est que le don s'enregistre très simplement. On a quelques champs à renseigner, notamment si le donateur est déjà existant. Et ensuite, le reçu fiscal va être généré automatiquement via l'interface, va être envoyé par mail ou alors va nous permettre de pouvoir éditer facilement le reçu et l'envoyer par voie postale. Donc, depuis qu'on a Home et depuis on est rentré dans ce nouveau process, on a une gestion qui est extrêmement fluide, qui est complètement automatisée, qui permet une gestion donc, multi-utilisateur et qui permet vraiment de professionnaliser complètement notre démarche vis-à-vis de nos donateurs et donc de les fidéliser, évidemment. La gestion des reçus fiscaux, ça complète un peu ce que Pierre disait, mais effectivement, on nous a permis énormément de professionnaliser notre démarche et de limiter les risques d'erreur. Alors nous, comme on est une fondation abritante et qu'on a 9 fondations abritées et donc autant d'entités réceptrices, enfin chaque fondation abritée peut avoir une application de paiement, enfin de dons en ligne différente. Donc on les a toutes, a priori, je crois. En tout cas, on a connecté à la fois Eraser, Airgive, PayPal, Helloasso et je crois que c'est tout, mais c'est possible qu'il y en ait plus, pour remonter automatiquement les dons qu'on reçoit dans Home et tout fonctionne et toutes les applications enfin, permettent de se connecter à Home et d'envoyer, enfin d'éditer et gérer les reçus fiscaux. Ça, c'est pour les dons en ligne. Et après, il y a tous les dons qu'on saisit manuellement. Euh, Ce qui est pas mal dans Home, c'est que à la fois vous pouvez paramétrer des champs obligatoires, ce qui oblige la personne qui va saisir les dons qu'on a reçus à pas faire d'erreur sur les champs qui sont obligatoires. Et vous pouvez aussi créer des champs personnalisés que vous pouvez ou non rendre obligatoires, évidemment, et qui vous permettent d'avoir, on a tous un peu des subtilités dans nos associations. En tout cas, nous, par exemple, dans le cas des entités réceptrices, on a créé un champ personnalisé qui est vraiment spécifique à notre cas, qui est un champ déroulant et donc on peut saisir ça. On peut aussi, c'est pas forcément lié aux reçus fiscaux, mais on peut aussi indiquer si le don doit servir à financer un projet quelconque sur le même système d'étiquette dont on vous a parlé pour les contacts, par exemple. Sur le suivi comptable et administratif, on rentre tous nos dons dans Home, c'est vraiment notre seule et unique source d'information. Ça nous permet à la fois de savoir où on en est dans notre collecte sur un peu les statistiques de collecte et d'avoir un suivi comptable et administratif très fiable. On a une personne qui saisit tous les dons. Et on a notre comptable après qui a besoin de récupérer les informations pour savoir, enfin pour toutes les opérations de contrôle, de cadrage, de vérification avec la banque. Pour ça, on a préparé un modèle d'export, c'est-à-dire que dans Home, vous pouvez préparer un modèle où vous sélectionnez les champs que vous voulez exporter ou non, parce qu'il y a une multitude de champs assez considérable et vous pouvez paramétrer le fait que vous exportez ou non l'adresse postale, que vous exportez ou non certains de vos champs personnalisés. Vous le paramétrez une fois, ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, dès que, alors nous, notre RAF en l'occurrence a besoin de faire un cadrage, elle exporte selon un modèle d'export les dons qu'elle a besoin de cadrer. Donc par exemple, tous les mois, elle sort tous les dons qu'on a reçus. Elle fait une recherche avancée sur une période donnée et ensuite elle exporte selon son modèle d'export. Et donc elle a accès uniquement à ce dont elle a besoin. Il n'y a pas de superflu. Ça lui fait gagner du temps derrière dans son Excel. Et voilà. Merci beaucoup. Donc là, pareil, on a vu pas mal de choses. Donc, le premier point que je vais vous montrer, c'est sur la partie paiement. Donc, vous avez effectivement hein, un tableau de paiement avec tous les paiements que vous recevez. Ce tableau, donc, il peut être alimenté, on l'a vu un petit peu avant, par des applications de paiement telles que Eloasso, Airgive, PayPal. On a tout un catalogue ici hein, dans les applis.
tac, 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 de collecte. Donc des applications que vous pouvez connecter si vous le souhaitez pour que ça déverse justement automatiquement les paiements. Et vous pouvez bien sûr, hein, en dehors de ces applications, venir vous-même rajouter un paiement s'il y a besoin de saisir un chèque, par exemple, ou un virement que vous avez reçu directement sur le compte. Euh, une fiche paiement, et ben, en fait, c'est un peu pareil que les contacts. Elle est composée de champs dits natifs, c'est-à-dire d'informations très basiques hein, qu'on peut avoir sur un paiement, le montant, la date, le moyen de paiement utilisé, le statut, à savoir est-ce qu'il est validé ou pas. Tac, tac, tac. On va retrouver notre notion d'étiquette sur les paiements, si on a besoin d'apporter un qualificatif à notre paiement. Et puis on va retrouver, alors là ce n'est pas un exemple, on va retrouver aussi la notion de champ personnalisé qui vous permet d'alimenter toute information additionnelle sur vos paiements. Par exemple, si certains d'entre vous ont des projets bien spécifiques qui financent ou des programmes et que il y a des dons que vous souhaitez allouer comme ça, enfin que les gens veulent allouer à des programmes, financer des projets, vous pouvez très bien préciser dans un champ personnalisé l'information du projet que souhaite soutenir votre donateur par exemple. Donc ça, c'est un exemple de champ personnalisé qu'on peut être amené à créer. Et pareil, alors je vais juste prendre un autre exemple. Sur une fiche paiement, vous allez retrouver un onglet reçu qui va vous permettre à cet endroit-là de venir générer votre reçu fiscal, si vous souhaitez le générer, mais aussi le retrouver, hein, pouvoir le télécharger, le renvoyer à votre donateur. Euh, ça c'est bien, ça vous permet tout de suite d'avoir accès à ça. Sachant que votre reçu, hein, vous le retrouvez aussi à plusieurs endroits. Vous avez tout un tableau dédié aux reçus fiscaux, hop, qui est vraiment une vue de tous les reçus que vous avez émis. Donc ce qui est bien, ça vous permet tout de suite d'avoir une info pour vos commissaires aux comptes en cas de contrôle. Vous pouvez l'exporter, ce tableau aussi, pour en garder trace. Et vous les retrouvez aussi, vos reçus, sur chaque contact, bien sûr. Si jamais, hop, vous voulez directement passer par la fiche du donateur, vous pouvez retrouver aussi tous ces reçus depuis sa fiche. Donc voilà un petit peu pour la partie paiement reçu. Les reçus fiscaux, alors je vous laisse réparer et creuser, j'ai mis un lien vers un webinaire hein, qui apporte plus de détails. Vous pouvez les paramétrer, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment ici, tac, venir configurer vos modèles, donc avec des remerciements que vous pouvez intégrer en fonction de cas spécifiques. Si par exemple vous avez des très grands donateurs auxquels vous souhaitez faire un modèle assez spécifique, vous pouvez très bien créer un modèle qui leur est dédié. Vous pouvez configurer ici votre mail d'expéditeur. Donc voilà, vous avez vraiment matière à personnaliser un peu cette partie-là au niveau des paramètres de reçu. Et le dernier point dont parlait Aude sur l'export, en fait, pour la partie comptable, votre tableau de paiement, vous pouvez l'exporter, bien sûr, à tout moment. Tac, si vous avez besoin, pour le comptable ou autre, de générer un Excel ou un CSV de toutes les lignes de paiement là qui vous intéressent. Et en fait, effectivement, pour éviter d'exporter l'entièreté là de ce tableau qu'on voit là, je suis en train de défiler, vous pouvez faire ce qu'on appelle un modèle d'export, vous pouvez en amont, au préalable, venir sélectionner les colonnes que vous souhaitez ensuite extraire. Donc ça se fait au niveau des paramètres. Tac. Modèle d'export va vous permettre de dire, voilà, je garde telle colonne, telle colonne, telle colonne. Je les ordonne dans l'ordre que je souhaite. Et ensuite, quand je vais exporter mes paiements, je peux exporter selon mon modèle pour éviter d'exporter toutes les colonnes qu'on a sous les yeux. Et on va pouvoir passer donc à la dernière partie dont on a un petit peu, enfin qui a été amorcée un petit peu par Pierre, donc sur la gestion interne, pérenniser sa gestion interne. Et je laisse Théo commencer. Ouais, comme tu dis, Pierre a déjà un peu introduit le sujet avec ses différents profils d'utilisateurs. C'était assez intéressant. Donc en fait, sur Home, il y a la possibilité de donner des accès et des droits différenciés, slash personnalisés pour les différents utilisateurs. Nous, on s'en sert en cas pratique lorsque, par exemple, on fait appel à un prestataire qui intervient sur l'organisation d'un événement, ça peut aussi s'appliquer à des collaborateurs en stage ou en mission ponctuelle. Ça permet de paramétrer un profil temporaire pour ces personnes, puis de les retirer lorsque ces personnes n'ont plus accès, enfin, lorsque ces personnes ne collaborent plus avec vous. Ça peut permettre aussi d'accompagner des prises de poste en ne donnant pas toutes les informations dès le début, en attribuant progressivement des droits à mesure que la personne évolue. Et puis, sans exposer l'ensemble des données sensibles, puisque comme on rassemble toutes les données sur Home, forcément, il y a un risque chez tous les utilisateurs. Ce risque est un peu gommé. Il y a quand même, encore une fois, une très grande granularité dans ce qu'on peut paramétrer, une grande souplesse.
Ça va d'autoriser la visualisation de certains paramètres jusqu'à la modification ou l'administration. Enfin, encore une fois, c'est un outil que vous pouvez adapter à vos besoins et à votre structure. Et dans notre cas, moi je suis arrivée il y a 2 ans et demi à la Fondation pour l'école, à la fois dans la gestion des dons, dans les donateurs, franchement je comprenais rien, je m'en sortais pas parce qu'il y avait des fichiers Excel dans tous les sens et des informations qui n'étaient pas très fiables. On avait énormément de NPAI parce que on peut avoir une personne qui mettait à jour ses fichiers Excel, mais l'information transitait pas forcément. Voilà, c'était vraiment vraiment le bazar. Et donc assez rapidement, on a fait le choix d'avoir un CRM et on a choisi Home parce que c'était vraiment un outil qui est hyper facile à appréhender. Déjà, c'est trop cool. Il y a une phase de test enfin, qui est top. Il n'y a pas besoin de rentrer sa carte bleue. Tout le monde peut s'approprier l'outil très facilement. C'est hyper facile. Enfin, il y a une base qui est très bien et on peut personnaliser pour tous les usages spécifiques qu'on a. On a déjà parlé des étiquettes, des champs personnalisés. Et c'est hyper facile à utiliser au quotidien. L'outil est vraiment, enfin, l'interface est très agréable. La prise en main est très facile, c'est très guidé. Vous voyez dans la capture d'écran qu'il y a un peu partout, il y a des points d'information pour vous rappeler à quoi servent les choses. Donc, ça permet à des personnes qui ont enfin, des compétences en informatique et en outils de gestion très divers de s'y retrouver assez facilement. Maintenant, toutes les équipes de la Fondation utilisent Home, quel que soit leur niveau de compétence en informatique et le temps qu'ils ont de dispo. Euh, enfin, là, on a même notre DG qui a compris à quoi servait Home et qui l'utilise au quotidien pour mettre à jour les informations, pour rentrer des interactions. Pour nous, c'est très précieux de savoir que tout le monde a compris l'intérêt. Je sais que j'ai des collègues qui nous écoutent, j'espère qu'ils vont confirmer ce que je dis, mais que voilà, enfin, c'est vraiment un outil fiable, que je bassine un peu les équipes avec le fait qu'il faut rentrer les interactions, mais chacun se rend compte que ça lui permet d'avoir un niveau d'information important sur les personnes qu'il va rencontrer, que ce soit une structure, que ce soit une personne, que ce soit un donateur. Le niveau d'information est fiable et ça permet aussi de préparer la suite et d'avoir une personne qui peut arriver sur un poste et avoir des informations claires et puis communes à tous. Eh ben, merci à tous. Donc pour clôturer, moi, sur cette dernière partie, en termes de bonnes pratiques, bon, je vous montre, il y a deux termes clés en réalité à bien retenir. Sur cette partie-là, c'est la notion de profil utilisateur. Donc si je vous montre, tac, les profils, ben regardez, en fait, c'est ça, hein, c'est un système de coche-décoche pour chaque fonctionnalité. Donc, par exemple, j'ai un nouveau stagiaire qui arrive, par exemple, qui vient m'aider à un moment. Je veux pas qu'il puisse supprimer des contacts, je veux pas qu'il les exporte. Par contre, je veux bien qu'il puisse les voir, les ajouter, les modifier. Je veux empêcher ce stagiaire, voilà, par exemple, d'accéder à tout le paramétrage, donc de créer toutes ces étiquettes, chances qu'on a présentées avant, en fait, de toucher le fondement de la plateforme. Je peux lui décocher. Donc ça, c'est vraiment un petit peu à vous de le définir, en fait, en fonction de- des gens que vous intégrez et qui vont pouvoir utiliser l'outil. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un profil. Et ensuite, le deuxième terme à retenir, c'est que ce profil, ben, on va l'attribuer à un utilisateur, c'est-à-dire un compte, un email qui va accéder à la plateforme et du coup qui va ensuite pouvoir, voilà, en fonction du profil que vous lui avez octroyé, faire ce qu'il a à faire, ajouter des contacts, etc. Donc ça, c'est vraiment du sur-mesure. C'est à vous de le personnaliser en fonction de vos besoins sur la plateforme. Juste pour compléter ce que disait Aude, simplement. Effectivement, alors on essaie d'accompagner au maximum la prise en main de l'outil en autonomie. Bien sûr, on reste aussi là hein, s'il y a besoin. Vous avez en fait toute une rubrique dédiée, Aimez-vous, qui vous donne accès à plein de ressources, notamment à tous les webinaires qu'on fait quasiment mensuellement. Donc là, c'est une masterclass, mais on fait des webinaires aussi dédiés sur la plateforme et sa prise en main, sur des fonctionnalités, des choses plus poussées, qui sont là pour vous aider. Vous avez aussi une rubrique d'aide avec plein de ressources qui est à votre disposition pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment en libre d'accès. Et puis plus tous les petits points d'information que l'on indique un peu partout pour expliquer à chaque fois ce qu'est une fonctionnalité. Voilà pour cette quatrième partie. Je garde la parole. J'en profite, là, vu que j'ai la main. Je vous présente deux petites fonctionnalités. Alors pour ceux qui connaissent déjà Home, donc vous avez dû le voir maintenant. Ça doit faire 1 ou 2 mois que c'est sorti.
Vous avez à présent un nouveau tableau qui est un tableau de liaison. Donc là, on n'a pas eu l'occasion d'aborder le terme de liaison parce que on n'a pas eu l'usage forcément. La liaison, en fait, vous permet d'établir des relations, des liens entre des contacts de votre base. D'accord? Donc imaginons dans le secteur de l'éducation, si vous avez un système d'élèves avec un accompagnant, bah, vous pouvez marquer ce lien-là entre deux personnes. Donc c'est ce qu'on appelle une liaison. Et aujourd'hui, donc, on retrouve toutes ces liaisons à l'intérieur d'un tableau et qu'on peut venir enrichir. Donc, c'est vraiment une petite fiche informative d'une relation qu'on établit entre deux contacts ou deux structures de notre base. Enfin, deux ou plusieurs, pardon, contacts ou structures de notre base. Et le deuxième point, petite nouveauté, alors qui n'est pas encore sorti, ce qu'on appelle les opportunités. Donc, ce sera plutôt disponible sur juillet. Les opportunités, en fait, c'est pour vous permettre de suivre des projets, gérer des opportunités, donc avec des mécènes, des partenaires, etc., avec des prospects, ou même suivre les étapes d'un événement. Donc, c'est un nouveau tableau qui va apparaître, et là, qui va vous permettre d'aller encore beaucoup plus loin sur la relation, enfin, gestion de relations que vous pouvez avoir avec des interlocuteurs bien spécifiques de votre base. Donc voilà, si je vous montre en fait une opportunité, à quoi ça ressemble, c'est vraiment une fiche informative avec le nom du contact, enfin, de l'opportunité. Donc là, j'ai un exemple avec un mécène, qui est la Fondation de France, par exemple. Je peux indiquer des commentaires sur des rendez-vous que j'ai eus, comment je sens un petit peu ce prospect-là. Je peux m'indiquer des tâches, des rappels qui sont à faire dans le cadre de l'organisation de cette opportunité. Voilà, et d'autres informations, des paiements, etc. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt disponible et que vous pourrez aussi tester, hein, notamment si vous avez ce genre de besoin sur l'outil. Et donc là, je vous propose, donc il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, bah écoutez, alors je vais regarder le chat déjà si hop, il y a des questions qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas répondu. Et sinon, vous pouvez bien sûr prendre la parole si vous le souhaitez pour adresser vos questions aux intervenants ou à moi si besoin. Oui, mais j'ai Baptiste qui lève la main. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais deux questions pour vous. En fait, un, c'est par rapport justement aux opportunités que vous avez présentées là. Est-ce que vous savez s'il est prévu en fait de modifier la partie engagement? Parce qu'aujourd'hui, nous, on trouve ça, enfin, en tout cas dans notre fonctionnement, pour nous, un engagement, c'est quelqu'un qui va s'engager à donner, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a donné. Sauf que quand on crée un engagement, en fait, c'est automatiquement validé à la date d'engagement comme étant un don, alors qu'en fait, il n'y a pas de système de validation. Ça pourrait nous mettre une alerte qu'on doit valider. Et nous, par exemple, sur des potentiels mécènes ou sur des gens qui ont des conventions avec nous et qui disent qu'ils vont régler leur mécénat de l'année en juillet, par exemple, on aurait bien aimé pouvoir mettre un engagement à juillet, ce qui nous permet d'avoir un rappel qu'il y a une somme qui est prévue à cette date-là. Mais on ne le fait pas parce qu'en fait, aujourd'hui, ça crée de la confusion entre les dons réels et les engagements qui ne sont peut-être au final pas un don réel parce que la personne n'a pas réalisé son don. Ouais. Moi, perso, je vous conseille plus dans ces cas-là de faire un paiement ponctuel, mais que vous mettez en attente en fait. Un paiement avec une date future, enfin la date à laquelle vous devez relancer. Donc ça veut dire que au lieu de créer un engagement, vous passez par l'onglet paiement directement. D'accord. Et en fait, donc imaginons que vous ayez une convention qui vient d'être signée, vous avez justement bah, des paiements qui doivent intervenir dans le cadre de cette convention. Moi, je vous conseille de les remplir d'un coup, enfin de renseigner vous plusieurs paiements là qui doivent intervenir et de les mettre en attente avec une date future. Comme ça, vous pourrez facilement faire une recherche sur les paiements en attente qui sont sur la date que vous voulez, pour ensuite relancer en fait les structures concernées, enfin les mécènes Ok. concernés. Je pense que c'est Super. plus simple. Ouais. Super. Parfait. C'est très bien. Et ma deuxième question, tout au début, là, vous présentiez justement les histoires d'étiquettes et de chants. On essaie de trouver comment faire en sorte que effectivement tout ça se soit entre guillemets le plus léger possible, parce que sinon on peut se Mm. retrouver assez facilement avec je ne sais pas combien d'étiquettes. Et entre autres, en fait, sur qualifier sur un certain nombre de nos mécènes, par exemple, on peut avoir plusieurs interlocuteurs, parce qu'on a les interlocuteurs avec qui on va, ou interlocutrices d'ailleurs, mais on a interlocutrice ou interlocuteur avec qui on va échanger au quotidien. Il y a les personnes avec qui on va transmettre le rapport annuel, et puis il y a les personnes à qui on enverra l'appel à don, par exemple. Et c'est pas systématiquement les mêmes personnes. Et est-ce que donc l'idée, enfin la question c'était surtout, est-ce qu'il y a déjà l'expérience de se dire en fait, plutôt que de passer par une étiquette sur certaines choses, on va créer une fonction au sein de l'entreprise. Typiquement par exemple, une fonction, j'ai envie de dire, appel à don dans l'entreprise. Et on sait que la personne qui a la fonction appel à don,
c'est celle à qui il faut envoyer. Pour pas forcément avoir une étiquette appel à don, une étiquette les vœux, une étiquette envoi du rapport, une étiquette invitation au dîner, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la structuration de la base, hein. L'étiquette, c'est vrai que moi je ne conseille pas d'en faire trop non plus pour pas vous y perdre, parce que sinon ça fait des gros paquets comme ça avec toutes vos étiquettes. Alors c'est une bonne astuce de passer par la fonction, surtout que c'est vraiment la fonction appliquée à l'intérieur de cette structure, en l'occurrence. Donc c'est assez pertinent, surtout si en fait, par exemple, appel à don pour vous, c'est pas, ça définit pas vraiment un profil de contact dans votre base, mais plus justement la fonction qu'occupe une personne. Donc soit passer par la fonction, soit un champ personnalisé, j'ai envie de vous dire, pour rajouter l'information sur le contact. Mais bon, l'étiquette, faut garder en tête que c'est pas faux hein, de le faire comme ça. Il y en a plein qui marchent comme ça d'ailleurs. C'est juste que si effectivement vous voulez limiter le nombre d'étiquettes que vous avez, l'étiquette, gardez en tête que la définition, c'est vous permet de définir les différents profils de contact dans votre base et pas tellement la fonction qu'ils occupent. Elle a un peu là la nuance, donc soit comme vous dites, vous pouvez le mettre en fonction, sachant que vous pouvez mettre plusieurs fonctions à un contact à l'intérieur d'une structure. Soit vous mettez un champ additionnel, vous précisez cette information. Dans les deux cas, vous pourrez requêter dessus, en fait, donc c'est l'avantage L'avantage en fait qu'on trouvait à la fonction, c'est que quand ça vous êtes se sur voit dans la différents sites. structure, ouais, exactement. Quand on affiche les contacts Mm, d'une structure, quand on fait une oui, recherche comme ça, en fait, c'est un des champs qui s'affiche tout de suite. Et donc, c'est oui, effectivement. plus facile à voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vu que vous aviez répondu un petit peu dans le chat. Donc, est-ce que les recherches enregistrées créées dans les interactions sont dynamiques? Oui, tout à fait. Merci Aude que tu avais répondu. Bonjour, une connexion au formulaire de Don GiveExpert est-elle possible? Alors, GiveExpert est une des applications connectées à Home. Effectivement, donc vous pouvez connecter d'autres applications. Là, on a parlé que de certaines, mais il y en a d'autres qui sont connectables. Et j'ai vu que quelqu'un avait parlé de Zapier aussi, hein, bien sûr, que vous pouvez connecter, qui est un catalogue d'applications qui vous permet de vous connecter donc indirectement à plein d'applis recensées sur Zapier. Est-ce compatible avec Google Drive également? Alors non, il n'y a pas de connexion directe entre Google Drive et Home. Il faudrait voir quel est le besoin. Parce que c'est quoi? Remonter des fichiers. Vous pouvez mettre des champs avec des liens hypertextes dans Home si vous voulez, qui redirigent donc vers votre Drive si besoin. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de connexion native entre Google Drive et Home. Donc, comment archiver en masse mes contacts? Alors, on n'archive pas en masse des contacts. Enfin, vous avez une étiquette automatique que vous pouvez configurer, qui est basée sur des critères de recherche. Donc, en fait, il faut que vos contacts répondent à vos critères d'archivage pour porter l'étiquette d'archivage. Si vous voulez le faire manuellement, vous voulez vous créer une étiquette ou un champ ou n'importe, vous sélectionnez vos contacts et puis vous leur collez la nouvelle étiquette d'archivage si vous voulez le faire manuellement. Et comment bénéficier de l'heure d'accompagnement offerte? Alors, il n'y a pas d'heure d'accompagnement offerte, sauf si vous avez eu du parrainage, enfin, que vous avez parrainé quelqu'un, ou que vous avez été parrainé. Mélie, on peut peut-être juste préciser que du coup, il faut copier-coller le lien de parrainage sur la slide d'après d'un des intervenants. Lors de la première inscription, quand vous inscrivez pour la première fois à Home, il faut rentrer, copier-coller ce lien de parrainage pendant votre inscription pour que vous puissiez bénéficier des deux offres derrière. Ouais, je vous le mets à l'écran là. Bah écoutez, on va pouvoir clôturer cette masterclass. Merci à tous pour votre attention et merci à nos 4 intervenants encore d'avoir bien voulu contribuer à cette session. Et ben merci à tous pour votre écoute.